Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Minibus. Et bienvenue dans les vraies voix du mondial. Il y a beaucoup de choses à dire. On a passé un week-end magnifique. La soirée de samedi avait très bien commencé. Le match étant à 17h, 19h. C'est un horaire idéal. Un horaire idéal, c'était parfait avec la victoire des Bleus 2-1 face au Danemark. On avait perdu 2 fois contre eux. Et avec nous ce soir, dans les vraies voix font leur mondial, évidemment Philippe Bilger, Jean Dorido, parce qu'ils sont restés comme grands fans de foot. Frédéric Jouve, notre directeur des programmes et grand fan de foot, grand fan du football também. Parce que là, vous regardez le Brésil, et comme vous êtes franco-brésilien, voilà. Alors vous traduisez. Grand fan de football. Franchement, si vous parlez. Il est très fort en langue. Et avec nous, quelqu'un qu'on ne présente plus ce soir, Gérard Regnès, ancien rédacteur en chef de l'Équipe et de France Football, auteur du livre d'or du football 2022, publié chez Solar. Alors je tiens à dire, on est le 28 novembre, qu'il a toute sa place sous le sapin de Noël. C'est dans un peu moins d'un mois. Bonsoir Gérard Regnès. Bonsoir. Bienvenue dans les vraies voix. Avant de lancer notre premier débat sur faut-il faire jouer les remplacements ou pas, on va faire un bilan des matchs du jour. Dans le groupe où il y a le Brésil et la Suisse qui sont en ce moment à 0-0, on va dire à peu près un quart d'heure de la fin, mais on ne sait plus vu la durée des arrêts de jeu si c'est un quart d'heure ou une demi-heure, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Le Cameroun et la Serbie ont fait match nul, 3 buts partout, là au moins on ne s'est pas ennuyé. Dans le groupe où il y a le Portugal et l'Uruguay qui s'affronteront à 20h, la Corée du Sud a perdu 3-2 contre le Ghana. Et en ce moment même, donc Brésil-Suisse est 0-0 avec des Suisses qui tiennent franchement bien le coup. Très bonne très belle équipe de Suisse. Exactement, une très bonne défense, un très bon milieu, une très bonne attaque. Ils réussissent à faire déjouer le Brésil. Et voilà. Bon, en même temps, derrière, tout le monde est à un point. Donc bon, on doute pas de la qualification du Brésil à venir, quoi qu'il arrive. Sinon, c'est la révolution au Brésil. Là. Et Frédéric, j'ai pas compris ce que vous avez dit tout à l'heure. Le Brésil a marqué un but et il a été annulé. Il a été refusé pour hors-jeu. Ah, pour hors-jeu. Tout simplement. Sauf que le jeu, le jeu a repris, on a joué 1 minute 30 grosso modo et ça a été interrompu pour annuler le but. Et Gérard Regnès, vous êtes une encyclopédie du football, vous avez fait on ne sait combien de Coupes du Monde. Non, c'est vrai. En 2010, rappelez-vous, la Suisse avait battu l'Espagne, future championne du monde. Ça avait été la seule défaite de l'Espagne. Un gros quart d'heure de la fin avec les arrêts de jeu. Vous imaginez les Suisses être capables de faire, comme on dit de manière un peu triviale dans le vocabulaire des footeux, le casse contre le Brésil? Ah ben je sais pas, parce que là il reste pas beaucoup de temps à jouer. Non, je sais pas, j'imagine tout en football, j'imagine tout par principe, par nature du football, je dirais. Tout est possible, on va en reparler, on va bien analyser des résultats qu'on n'imaginait pas. Donc oui, j'imagine, mais moi je suis un peu surpris par l'annulation, parce que là j'ai vu tout à l'heure le but du Brésil. Alors je pensais on sifflait le hors-jeu parce qu'il procurait un avantage. Alors là, la position de Richarlison, elle est très désavantageuse et non pas avantageuse, parce qu'il revient de très loin pour jouer dans son propre camp. Donc je sais pas, je suis un peu surpris par l'annulation de ce but, mais enfin bon. Peu importe, voilà, si ça fait 0-0, le Brésil se qualifiera peut-être après ou peut-être pas. Mais les pronostics, c'est compliqué. Mais le Brésil et la Suisse sera à 4 points, donc finalement un match nul, ce serait plutôt une bonne affaire pour les deux équipes. Voilà, c'est plutôt un bon résultat. Allez, on va passer à notre premier débat. Notre premier débat, suite à la victoire des Bleus, on est qualifié, on est quasi certain de finir premier, et on vous pose la question, faut-il faire jouer les remplaçants contre la Tunisie? Et vous êtes 70% à dire oui sur Twitter. Il y a plusieurs écoles. Gérard Regnès, si vous vous appeliez Didier Deschamps, qu'est-ce que vous feriez? C'est drôle ça. Si je m'appelais Didier Deschamps, mais si je m'appelais Didier Deschamps, je ferais comme Didier Deschamps, forcément. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Bon, allez, si vous étiez le conseiller de Didier Deschamps. Mais Didier Deschamps, il a déjà pris sa décision. Ouais. Donc, on le sait bien qu'il va faire jouer, un certain nombre de non-titulaires habituels. Après, le mot remplaçant, c'est peut-être un petit peu vexant, de joueurs qui ne sont pas habituellement titulaires. Donc on le sait, enfin ça déjà, j'ai lu ça tout à l'heure. La question est de savoir est-ce qu'il a raison de le faire ou pas, et jusqu'à où va-t-il aller dans le quantitatif.
je dirais, et dans le qualitatif. Car la question que tout le monde se pose en vérité, c'est pas de savoir si Camavinga va remplacer Théo Hernandez, si Fofana va jouer, est-ce que Kylian Mbappé va jouer. C'est la seule question que tout le monde se pose. Alors, avant de faire réagir nos vraies voix, on part au 0826 300 300. On va donner la parole à nos auditeurs. Et il y a une auditrice, direction les Hauts-de-Seine. Bonsoir Céline, vous êtes membre des Irrésistibles. Bonsoir, oui, tout à fait. Et vous, si vous étiez, je vous posais la même question, à la place de Didier Deschamps, que feriez-vous contre la Tunisie? Ceux qu'on appelait dans les années 80 les coiffeurs ou les titulaires? Très, très grande question. Après, moi, je suis un petit peu partagée, mais effectivement, le fait que la France se soit qualifiée et sera potentiellement première, ça peut aussi laisser des perspectives de faire rentrer le banc, puisque c'est quand même un groupe France. Et même s'il y a des places de titulaires, on peut aussi s'appuyer sur toutes les forces vives que l'on a. Et puis, on sait tous que les phases finales, c'est un autre championnat qui commence. Donc, il faudrait peut-être pas non plus s'épuiser sur ces phases de poule, bien que l'idée n'est pas non plus d'avoir un match fermé et inintéressant pour ce troisième match. Philippe Bilger. Restez avec nous, Céline. Il est évident que Didier Deschamps va suivre nos conseils. mais d'ailleurs, en fait, il les anticipe, puisque je crois qu'il a déjà décidé de changer une partie de l'équipe, et notamment le gardien de but. Moi, j'imagine qu'il va il va permettre le repos de certains joueurs capitaux dans l'équipe de France. Je parierais pour Griezmann, Mbappé, quitte à les faire rentrer en seconde mi-temps si la configuration du match ne se présente pas bien, parce que j'ai pas l'impression qu'il souhaite que la France perde face à la Tunisie. Frédéric Jouve. Frédéric Jouve, juste je rebondis sur une question. Est-ce que c'est pas, quand on regarde la Coupe du Monde, est-ce qu'on n'a pas envie de voir justement nos grands joueurs? Est-ce que c'est pas décevant finalement de voir des numéros 2 ou des numéros 3? Alors après, c'est une stratégie. Non, je crois qu'il y a des vraies questions. Par exemple, le latéral gauche à l'arrière, il faut qu'on ait des solutions de substitution à Théo Hernandez. Oui. Donc, pour moi, Camavinga, il faut qu'on le teste de ce côté-là. Griezmann, et si Grisou était le maître à jouer de l'équipe de France, et si on le faisait un peu souffler, ça pour moi c'est une vraie question. Hein. Après, je suis d'accord, c'est pas une révolution, mais il y a aussi, c'est compliqué. Là, on est vraiment dans la complexité du manager de Didier Deschamps de gérer tout un groupe. Là, c'est totalement humain, là, parce que il y a besoin de rythme, il y a besoin d'automatisme. On peut pas tout casser et changer 11 joueurs et mettre à la poubelle tout ce qu'on a essayé sur ces deux matchs-là. Et en même temps, il faut faire souffler. Donc, je pense que ce qu'il est en train de faire me paraît assez logique et cohérent. C'est-à-dire 6-7 changements et faire tourner un peu là-dedans. L'avis de l'amateur de football et psychologue pour la gestion du groupe. Jean Doridor, avant de donner la parole à Gérard Regnier. Justement, Philippe, vous mettez le doigt dessus. D'abord, juste pour répondre à Cécile, de donner mon point de vue, on n'a que vraiment du top niveau, quoi. De toute façon, à niveau-là de compétition. Mais forcément, vous avez envie de voir Mbappé, Griezmann. À titre personnel, en tant que fan des Bleus, j'ai envie de voir une équipe de France qui va au bout. Ouais. Et c'est pour moi ce qui fait vraiment l'alchimie de et la magie de ces grands rendez-vous comme ça de Coupe du Monde, c'est ce savoir-faire, ce talent. Je me rappelle d'Aimé Jacquet en 98, Didier Deschamps en 2018, de réussir justement à prendre tous ces paramètres en compte pour créer une espèce d'alchimie, faire ce qu'on appelle en bon français un team building, vraiment ad hoc, vraiment créer une cohésion d'équipe en faisant jouer tout le monde, en faisant attention, je parle de mes angoisses, qu'il n'y ait pas de blessés, quoi. On a déjà une équipe, ça a été une hécatombe absolument effrayante. Et c'est heureusement que ça s'est passé avant le départ. Certes, toutefois, voilà, on a quand même eu des gros coups moraux. Voilà, un but sur ce Suisse-Brésil. But pour le Brésil marque enfin, ça fait plaisir pour eux. Ouais. Et donc c'est ça qui va être vraiment la clé de l'histoire, c'est que Didier Deschamps réussisse cette alchimie pour qu'on aille effectivement jusqu'au bout. Gérard Regnier, on va aussi donner la parole à Céline. La blessée, ça fait peur. On a déjà perdu Pogba, on a déjà perdu N'Golo Kanté, on a déjà perdu Benzema, on a déjà perdu Lucas Hernandez. Est-ce que risquer de perdre Mbappé, Griezmann, Dembélé ou Varane sur un match qu'on peut qualifier sans mépris de match en bois, est-ce que c'est pas quand même un gros risque? Ah oui, match en bois. Non, c'est pas un risque. À ce moment-là, on les réserve aussi pour la finale. Ils jouent pas en huitième, ils jouent pas en quart. Non, on peut pas. Le foot, ça marche pas comme ça. Mais on sait que c'est logique. La France est qualifiée. Elle est
quasiment assurée, alors là on est dans le 99,9% d'être première de son groupe, ça compte aussi, c'est important. Donc de toute façon, Didier Deschamps, il se pose pas de questions, d'autant plus qu'il y a deux paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est que cette Coupe du Monde dont on a l'impression qu'on va un peu se débarrasser, c'est la plus ramassée en temps qu'il y ait eu à l'époque contemporaine, je veux dire. Hein. Elle dure même pas un mois. Donc les matchs ont lieu tous les 4 jours et non pas tous les 5 ou 6 jours comme c'était le cas lors des Coupes du Monde précédentes. Donc évidemment que le risque est beaucoup plus grand sur des matchs qui se déroulent tous les 4 jours que tous les 5 ou 6 jours. Un jour d'écart, c'est énorme. Ensuite, il faut prendre en compte aussi le fait que les groupes ne sont plus de 23 mais de 26. Alors la France maintenant c'est 25 puisqu'il y a un joueur qui est parti. Mais déjà on avait dit même en 2018 il y avait eu certaines frustrations qui étaient apparues, des joueurs qui n'ont pas du tout joué. Il y a des joueurs qui n'ont pas du tout joué. À 23, donc vous imaginez qu'à 25 ça va être encore un peu plus le cas. Donc c'est une bénédiction pour Didier Deschamps d'avoir gagné ces 2 premiers matchs parce qu'imaginez que ce n'ait pas été le cas. On peut penser qu'il y a au moins 7 ou 8 joueurs qui n'auraient jamais joué. Donc là, il va pouvoir travailler effectivement sur la cohésion du groupe. Après, je vous dis, effectivement, les questions qu'on doit se poser, c'est Griezmann et Mbappé. En vrai, c'est Griezmann, Varane aussi, mais Varane pour d'autres raisons, parce que lui, il revient de blessure, donc il est forcément un peu fragilisé. Après, Mbappé, Griezmann, oui, c'est le maître à jouer surtout, et surtout il est en train d'établir un record puisqu'il est titulaire en équipe de France depuis, je sais plus, 40, 50 matchs. C'est le record de matchs consécutifs pour un joueur chez les Bleus. Donc quand un joueur est en train de battre un record, c'est très difficile d'interrompre son record sans qu'il y ait une raison physique, je dirais. Et puis, bien sûr, Mbappé, la question est simple. Est-ce qu'il veut jouer ce match? C'est pas Deschamps qui va décider. C'est Mbappé qui va décider. Oui, voilà, justement. Ce match, il va le jouer. J'aurais une question, mais après une courte pause. Mais on va faire réagir rapidement Céline. Céline, vous êtes d'accord avec l'approche de Gérard Regnes et des vraies voix? Après, on parle de faire tourner, mais on peut aussi imaginer une configuration où les titulaires sont présents en nombre et faire tourner à l'heure de jeu, par exemple. Ça peut être aussi une configuration. Après, le risque zéro n'existe pas et qui pouvait prévoir que Benzema allait se blesser, être out juste avant la Coupe du Monde. Au bout de 9 minutes. Également. Donc, voilà, je pense qu'on a les clés pour aborder sereinement le reste de la compétition. Il faut juste trouver une bonne cohésion et une bonne formule pour que ça marche. Les vraies voix font leur mondial. Et vous voulez réagir? Comme c'est Céline qui reste avec nous. J'ai failli dire Cécile, comme j'ai Cécile. C'est pareil, j'ai l'habitude. Oui. On doit l'appeler Cécile et moi on m'appelle Céline. Oui, c'est 2 beaux prénoms, rien à dire. En compagnie de Gérard Regnes et des vraies voix, on se retrouve pour débattre de ce sujet. C'est notre premier débat. Faut-il mettre, allez, on va dire comme à l'époque, les coiffeurs contre la Tunisie? Et pour le moment, vous êtes 70% à dire oui. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, on parle football bien entendu jusqu'à 19h30 avec Philippe Bilger, avec Frédéric Jouve, avec aussi notre ami Jean Dorido. Vos appels 0826 300 300 et nos invités Philippe. Notre invité Gérard Regnes, ancien rédacteur en chef de l'Équipe et de France Football, auteur du livre d'or du football 2022 publié chez Solar. Et Céline est toujours avec nous. Et Céline est toujours avec nous. Gérard Regnes, on va vieillir de une 60aine d'années. 58, Juste Fontaine, 13 buts. Est-ce que vous ne croyez pas qu'avec 3 buts au bout de 2 matchs, il en reste donc 5 à jouer si on va au bout, un certain Kylian Mbappé ne pourrait pas avoir le rêve de se dire peut-être que je pourrais arriver à faire mieux que Fontaine? Et que c'est pour ça qu'il veut jouer le prochain match? Ça, faudrait lui demander, mais il parle pas pendant la Coupe du Monde. Non, je crois que non. Alors ça, c'est un rêve immodeste et fou. Non, je crois pas qu'il imagine ça. En revanche, les statistiques et Mbappé sont un peu frères jumeaux ou sœurs jumelles, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que pour lui, c'est essentiel. Puisqu'il veut marquer l'histoire. Pour marquer l'histoire, on peut le faire dans un seul mondial, bien sûr. Alors déjà, finir meilleur buteur d'un mondial, c'est pas rien. Et il n'y a que Fontaine qui était meilleur buteur français au jour d'aujourd'hui.
Ah bah oui, il n'y a que Fontaine qui a été meilleur buteur français, en disputant un match de moins d'ailleurs. Oui. Un match de moins, il y avait que 6 matchs. Mais, et ensuite, la partie statistique, elle englobe l'intégralité des mondiaux, c'est-à-dire qu'actuellement, le meilleur buteur de toutes les phases finales de Coupe du Monde réunies, c'est l'Allemand Klose. Absolument. Si je ne me trompe pas. Oui, je crois qu'il est à 16 ou 17 buts. 16 buts, c'est ça. Il est à 16 buts. Alors, Klose, c'est bien, ça a été un très bon joueur. Mais c'est pas assez prestigieux, franchement, par rapport à ce que représente le mondial, c'est pas assez prestigieux. Donc il aurait fallu que ce soit un Messi ou un Ronaldo, mais ça ce sera plus possible, qui le devance. Mais en fait, ça va être Mbappé. Et ça c'est un record considérable. C'est autre chose que de devenir meilleur buteur de tous les temps de l'équipe de France. Ça pour lui c'est facile. Il va y arriver dans 2-3 ans. Le record qui est actuellement de 51 buts, il va l'exploser complètement. Il va aller comme Ronaldo au-delà des 100 buts, très certainement. S'il n'a pas de contre-temps physique, de blessure dans sa carrière, on ne le lui souhaite pas. Il va y arriver. Mais en revanche, dire tous les 4 ans, quand lui aura l'âge de Fontaine aujourd'hui, c'est-à-dire 90 ans à peu près, quelque chose comme ça, oui. Qu'on disait le record est toujours détenu par le Français Kylian Mbappé avec 27 buts sur 5 mondiaux. Ça, c'est considérable. En vérité, c'est considérable. Donc, c'est pour ça que pour lui, chaque match est important. Et que chaque match est une sorte de finale personnelle, puisque c'est l'occasion de marquer des buts, d'améliorer ses statistiques et d'entrer dans l'histoire. Entrer dans l'histoire, c'est essentiel pour lui. Donc, le match contre la Tunisie, faut pas penser que ce sera forcément un match facile, parce que les Tunisiens ne vont pas jouer pour du beurre, ils ont encore une petite chance. Il faut qu'ils gagnent impérativement, en plus. Il faut qu'ils gagnent, alors après, concours de circonstances, mais enfin, il faut qu'ils gagnent. Donc, eux, ils vont faire un vrai match. Ce qui, bien sûr, est important pour Didier Deschamps, qui se dit attention, on ne va pas tomber sur un adversaire qui va nous faciliter la vie ou qui va s'amuser. Il y a un risque, il y a des risques physiques, effectivement. Ne pas s'engager contre une équipe qui s'engage, c'est comme ça qu'on risque de se blesser. Donc voilà, tout ça, ça rentre dans une réflexion générale à la fois de l'équipe de France de Didier Deschamps, de Mbappé par rapport à son histoire avec un grand H. Bon, voilà, il faut prendre des décisions. Moi, j'imagine que Mbappé va jouer parce qu'il veut jouer, mais voilà, on va voir. Hein. Je peux bien sûr me tromper. Philippe Bilger. Je crois que c'est vous qui l'avez dit, Frédéric. On n'imagine pas que Mbappé, il a son mot à dire et il a évidemment envie de jouer, quoi. Je n'imagine pas que cette personnalité tellement douée pour le foot, même dans France-Tunisie, puisse dire non, j'ai envie de me reposer. Pas seulement pour devenir le meilleur buteur de la Coupe du Monde, mais pour marquer, tout simplement, parce qu'on a besoin de lui. Oui, et puis, il y a un petit ballon d'or au bout. Hein. Je crois qu'il le veut profondément. Je crois qu'il veut que ce soit son mondial. Et voilà. Après, pour battre juste Fontaine, il va falloir qu'il enchaîne à minima 2 buts par match. Déjà. Il en est déjà à 3. Il reste 5 matchs. 2 buts par match. Il fait ex aequo. Mais je crois qu'il a cette pensée en lui de ce ballon d'or qui arrive. Je pense qu'il a cette pensée en lui que cette Coupe du Monde doit être la sienne cette année. Je pense qu'il veut vraiment jouer, oui. Jean Dorido, dans l'esprit d'un gamin, là je demande aux psy qui aiment le foot, dans l'esprit d'un gamin de 23 ans, presque 24, il les aura le mois prochain, il est vieux, hein. Il se dire, je peux faire aussi bien que le plus grand buteur de l'histoire, je peux peut-être gagner 2 Coupes du Monde consécutives, c'est arrivé que 2 fois dans l'histoire du foot, comment ça peut tourner dans les neurones? De toute façon, c'est ce qui rend ces joueurs, malgré leurs phrases, éminemment sympathiques, oui, voilà, c'est que c'est quand même, c'est des rêves de gosses que l'on voit se déployer sous nos yeux. Kylian Mbappé, il est tout jeune, et il a cet enthousiasme. On le voit, ça se voit sur lui. C'est ce que vous venez de dire tous. Il aime jouer au ballon et il joue dans les conditions les plus inouïes qu'un gamin, dont un gamin peut rêver, quoi. Il est là à la Coupe du Monde. Et puis le Ballon d'Or, c'est un fait. Il y a aussi l'émulation quand même. C'est Benzema qui l'a eu cette année. Ça faisait quand même très longtemps qu'un Français ne l'avait pas eu. Oui. Et comme ils se tirent la bourre tous les uns les autres, et ils comptent le nombre de unes dans la presse people, dans la presse, ils se chamaillent à longueur de journée. Puis il y a quand même aussi
des choses très très concrètes et très terre à terre au bout. Il n'y a pas de problème pour les avec sponsors, lui. voilà. Donc oui, tout ça, ça coche les casques. Et puis ce que vous disiez tout à l'heure, Cécile, on a envie de le voir, le public a envie de voir Kylian Mbappé avec tous ses collègues sur la pelouse. C'est très important. Quand même, et puis il a un joueur tout un a pays besoin, derrière lui. regardez, quand il joue à guichet fermé, l'émulation n'est pas la même, forcément, l'envie n'est pas la même et l'enthousiasme du joueur n'est pas le même. On joue sur l'expérience parce que je regardais les chiffres. En 2018, la moyenne d'âge des joueurs sur le terrain français, c'était 25 ans. Et cette année, c'est 26 ans. Donc, forcément, les joueurs ont vieilli. Mais on sent que, Philippe, c'est l'expérience qui joue, là. Les deux, comme l'a dit mon maître à jouer, Varane, qui a dit hier dans sa conférence de presse, c'est un mélange d'expérience et de jeunesse. Ouais. C'est une banalité, mais très juste. En tout cas, elle apporte des résultats magnifiques. Céline, c'est vrai que le Brésil est qualifié. Le Brésil est qualifié. Il vient de gagner 1-0. Coup de sifflet final. Donc 6 points, ils sont certains. Mais ils sont les deuxièmes qualifiés à coup sûr après l'équipe de France. Ils ont 7 le Brésil. Non, ils ont 3 et 3. Si, c'était leur deuxième match. C'était leur second match. Céline, c'est sûr que quand on voit, on parlait de Mbappé, on parlait aussi de cette équipe où il y a beaucoup de blessés, notamment au milieu de terrain. Le fait de faire jouer des joueurs qui ont été titulaires ces derniers temps, est-ce que, comme on se plaignait du manque de jeu ensemble de certains joueurs, ça permettrait pas de faire quelques automatismes dans un match à l'enjeu, je dirais pas qu'il est en bois pour pas me faire reprendre, extrêmement limité? Bientôt, on fera jouer Rami, j'en suis sûr. Non, il est pas. Il sera sur Sud Radio demain matin. Je ne sais pas pourquoi vous dites que c'est un match à enjeu. On est en Coupe du Monde. Enfin, même si. Non, mais je comprends. Mais quand on parle de construction d'équipe, d'apprendre à jouer les uns avec les autres, il y a quand même un enjeu. Quand même, c'est comme. Enfin, moi, je l'imagine comme ça. Plus ces joueurs vont jouer ensemble, plus forcément ce sera facile sur le terrain. Plus certains prendront leur place. Enfin, je ne sais pas ce que je vois Frédéric qui devine dans le bon sens. Tu as tout à fait raison. Il y a toujours un enjeu sur ces matchs. Il y a toujours un enjeu et ça doit servir à trouver des solutions pour les Deschamps en cas d'absence et de blessure. Voilà, donc tout changer, non, parce qu'on casserait tout ce qui a été fait là, mais il faut absolument changer pour laisser effectivement souffler d'une part et tester d'autres choses. Je le redis, à gauche, Hernandez, il faut qu'on trouve une solution. Si un blessé, on est obligé de tester. Voilà, moi, mon vrai souci, c'est effectivement ce qu'on a dit, c'est Griezmann en meneur de jeu et Mbappé. Alors Mbappé, c'est différent parce qu'effectivement, avec cette jeunesse, lui, il semblerait qu'il veuille absolument enchaîner et je vois pas qui va pouvoir lui en empêcher. Voilà. Griezmann, c'est plus compliqué. Griezmann, on a besoin de lui, en fait. Alors, à ceci près que Grisou, il a très peu joué avec l'Atlético. Il a eu un jeu qui est très contrat, c'était très compliqué. Donc il est plutôt frais. Voilà. Oui, il est plutôt frais. Mais s'il est blessé, on est tout de suite très mal. On est dans la panade. Voilà. Le mot de la fin avant de faire une pause, Céline. Écoutez, on va bien voir ce qui se passe. Après, moi, voilà, au-delà de l'aspect footballistique, c'est aussi un groupe. Donc, il y a aussi des joueurs qui sont là pour apporter leur expérience, pour créer une bonne ambiance et une vraie cohésion et solidarité entre tous les joueurs. Donc, je pense que, voilà, en tout cas, avec les forces vives que l'on a l'occasion de pouvoir composer avec une bonne formule qui nous fera aborder la suite de la Coupe du Monde sereinement. Et quand on regarde nos tunnels, on voit peut-être une petite étoile, je crois, qui brille. Ça ferait 3. Oh là là, ça serait énorme. En tout cas, ça serait joli, ça serait un peu déséquilibré là. Ça serait beau. Non, ce serait très bien. Non, mais la 2, c'est déséquilibré. Oui, mais il faudrait une 3e. Non, mais la Trinité, c'est bien, Cécile. C'est bien parfois. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant. Gérard Regnès reste avec nous. Merci Céline. Merci beaucoup Céline d'avoir été avec nous. C'est intéressant d'entendre parler aussi des femmes de football. On revient, on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix pour l'heure mondiale avec Philippe Bilger, avec Frédéric Jouve, Jean Dorido, Antoine Mazer nous a rejoint, qu'on connaît bien pour le sport sur Sud Radio. Salut Antoine. Salut un Philippe, jeune compétent. Et nous avons avec nous Gérard Regnès, ancien rédacteur en chef de l'Équipe et de France Football, auteur du livre d'or du football 2022, publié chez Solar. Et je rappelle que nous sommes le 28 novembre et qu'il serait magnifique dans du papier cadeau sous un sapin de Noël. Notre second débat
Comment trouvez-vous ce mondial passionnant, intéressant, inintéressant? Pour le moment, vous n'êtes pas franchement passionné par ce mondial puisque vous êtes seulement, attendez que ça revienne bien, voilà, 7% à le trouver passionnant, 19% intéressant et 74% inintéressant. On va faire un tour de table. Gérard Regnes, comment vous le trouvez ce mondial? C'est-à-dire inintéressant, c'est pas une réponse possible pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire inintéressant? C'est forcément intéressant, mais c'est inégal. Le premier tour, c'est plus compliqué. Pour moi, si vous voulez, moi j'adore les matchs à élimination directe. Oui. Donc le premier tour, c'est juste un tour de cadrage. C'est-à-dire que les grandes équipes vont toutes sortir, à l'exception, comme chaque fois, d'une, peut-être deux. C'est comme en Ligue des Champions. C'est les matchs de l'automne, ils servent juste à qualifier les grandes équipes, c'est-à-dire celles qui peuvent espérer gagner. Donc c'est ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'il y a des équipes, je sais pas, on voit le Brésil par exemple qui a gagné ses 2 matchs. On va dire que c'était pas très spectaculaire les 2 matchs. Ben oui, mais c'est 2 victoires. Est-ce que la France était très spectaculaire en dehors de Mbappé? Peut-être pas. Peut-être pas. Après, on a vu des matchs moyens. On a vu quand même hier soir un Espagne-Allemagne de très très haut niveau. Oui. C'était un match de très très haut niveau. Enfin, c'était d'une demi-finale ou voire d'une finale. Donc voilà. Alors on voit un petit peu de tout. Il y a aussi le fait qu'on est gavé de football, quoi. 4 matchs par jour. Forcément qu'à un moment, l'attention et l'intérêt s'éboussent un petit peu quand on n'est pas supporter d'une équipe, par exemple. Quand on regarde Ghana, Corée du Sud, encore j'en ai vu que quelques morceaux, c'était assez spectaculaire. Mais quand on n'est pas supporter d'une équipe, on a plus vite tendance à aller chercher le petit gâteau ou la pomme pour le petit creux qu'on a à l'estomac, quoi. C'est normal. Ouais. On est moins passionné, mais une Coupe du Monde, c'est forcément passionnant, avec des matchs qui sont pas bons, des matchs qui sont pas mal, des matchs qui sont géniaux. Antoine Mazère. Moi j'ai basculé. D'accord avec Gérard Regnes. Ouais, j'ai basculé depuis hier, on va dire. Je suis passé de intéressant à passionnant. Vraiment, donc depuis hier, ce match entre l'Allemagne et l'Espagne. Mais depuis aussi les matchs de cette journée qui ont été complètement fous en termes de rebondissement entre le fameux Cameroun-Serbie, où la Serbie tenait son match, mais a quand même tout fait pour tout attaquer avec des attaques à 5 contre 3 des fois, et puis s'est fait rattraper par le Cameroun. Mais un match complètement dingue où tu te demandes comment la Serbie peut perdre ce match-là. Pourtant, sur le papier, c'est pas forcément un match qui nous ferait rêver. Et puis comme si on n'était pas assez rassasié, 2 heures plus tard, on avait Ghana, Corée du Sud, encore une fois un scénario dingue. Donc forcément, moi je suis passé de intéressant à passionnant. Et ça y est, franchement, si toutes les personnes qui ont mis que ce mondial ne les intéressait pas, je vous conseille d'aller revoir en replay tous ces matchs, ces 3 derniers matchs qu'il y a eu aujourd'hui et hier. Et là, ça y est, vous avez changé d'avis, passionnant. Philippe Biger. Globalement, avant qu'elle commence, je croyais n'être pas intéressé par cette Coupe du Monde comme par les précédentes. Et puis le fait qu'elle se déroulait au Qatar me perturbait un peu. Et en fait, en regardant les quelques matchs que j'ai pu voir, et pas seulement ceux de l'équipe de France, ça m'a beaucoup intéressé de voir les matchs. Frédéric Au Joux. détail. Ouais, c'est passionnant parce que de toute façon, autour de cette table, il y a que des passionnés de football, donc on ne peut être que passionné de toute façon par de Coupe du Monde, mais un peu bizarre cette coupe en plein hiver, un peu bizarre cette coupe au Qatar, un peu bizarre ces supporters où on ne sait pas trop s'ils sont de vrais supporters des équipes ou s'ils ont un maillot d'un autre. On n'est pas vraiment sur nos appuis. Bon voilà. Après, on a de la chance, c'est qu'on a une équipe qui est formidable et que ça ne peut être que passionnant quand on a une équipe de France qui joue le titre. Oui. Jean Dorido. Oui, alors effectivement, je rejoins Frédéric, évidemment, Antoine, toute la bande. Voilà, évidemment passionnant parce qu'une compétition de ce niveau-là, tous les 4 ans, c'est passionnant. Maintenant, c'est un fait, les audiences télé, elles sont vraiment pas bonnes. Plus de 12 millions pour la France. Ce qui est rien. C'est la première fois qu'il y avait plus d'un téléspectateur sur 2 qui ne regardait pas le football pour un match de la Coupe de France, de la Coupe du Monde. Un match de la France pour la Coupe du Monde, c'est la première fois que c'est arrivé dans toutes les audiences de l'histoire. Après, ça va s'accélérer. Ça marche pas très bien. Ça va s'accélérer sans doute. Toutefois, je rejoins l'analyse de Frédéric. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, et le fait que ce soit en hiver cette année, j'ai vraiment le sentiment que ça change beaucoup les choses. Je ne crois pas tellement au boycott dû au Qatar et aux droits de l'homme, etc. au Qatar. 12 millions et demi de téléspectateurs, déjà le boycott, il n'est plus là. Hein. C'est pas un boycott, toutefois, c'est quand même pour un match de la Coupe du Monde avec l'équipe de France, les ceintures noires d'audience, ils disent non, c'est pas bon en fait. Ouais, mais c'est Jean, pas une bonne audience télé. À force des polémiques, ça fait 4 mois que ça dure, on a un peu ras-le-bol. Oui, je ne crois pas aux polémiques.
polémique sur le Qatar. En revanche, le fait que ce soit l'hiver, c'est pas la même ambiance. Fred a eu cette métaphore sportive, on n'est pas sur nos appuis, et je pense que c'est vrai. C'est vrai aussi l'histoire des supporters, c'est vrai, on sait pas trop. Donc j'espère que ça va prendre, notamment, ça sera le signe que l'équipe de France marche très bien, continue de bien marcher. Maintenant, bon, on va voir. Mais oui, c'est passionnant d'avoir tous ces matchs, c'est quand même sensationnel. Gérard Regenès, est-ce que quelque part, il n'y a pas de grosse surprise? Tiens, je vais prendre un groupe où c'est complètement fou. Vous avez parlé de l'Allemagne-Espagne, où il y a l'Allemagne et l'Espagne. L'Allemagne, battue par le Japon, fait nul contre l'Espagne. L'Espagne explose le Costa Rica 7-0. Le Costa Rica bat le Japon 1-0. Est-ce que quelque part, il n'y a pas des résultats assez fous? Il y a des résultats assez fous. Oui, sauf qu'il faut savoir, mais ça c'est à l'expérience, qu'un match ne dit rien du match suivant. C'est vrai. D'abord parce que l'adversaire n'est pas le même. Donc un match ne dit rien du match suivant. Et qu'à l'intérieur d'un match, il peut se passer un fait de jeu qui va faire basculer dans un sens ou dans l'autre. On voit par exemple que l'Arabie Saoudite, qui a fait quand même une énorme performance pour son premier match, deuxième match, rate un penalty d'égalisation juste avant la mi-temps. Qu'est-ce qui serait passé si le penalty avait été réussi? Ça tient à rien, un match de foot, ça tient à rien. Je veux dire qu'entre 7-0 et 1-0, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Mais on s'en rend pas compte, c'est normal. C'est tellement impressionnant, 7-0. Mais c'est pas parce que l'Espagne avait gagné un match contre le Costa Rica 7-0 que l'Espagne allait écraser tout le monde et que le Costa Rica a été nul. S'ils sont là, c'est qu'ils sont pas nuls. Voilà, ils sont moins bons que l'Espagne. Mais voilà, donc c'est la nature du premier tour un peu de nous faire passer par tout ce genre de surprises et aussi d'émotions, parce que voilà, on tire des conclusions sur un match qui sont remises en cause au deuxième match, puis encore au troisième match. Ensuite arrivent les matchs éliminatoires, là c'est le coup près, là c'est les chapeaux. Donc c'est de nature très différente. Mais c'est aussi ce qui est très passionnant, parce que c'est la seule fois tous les 4 ans où on peut voir jouer les équipes de tous les continents et qui s'affrontent. Comment voir un Ghana, Corée du Sud, ça n'existe pas. C'est vrai. En dehors de la Coupe du Monde. S'ils ne se rencontrent pas en Coupe du Monde, ils se rencontreront jamais. C'est vrai. Voilà. Il faut qu'on profite aussi de certains moments, parce que et puis il faut profiter. C'est sans doute la dernière Coupe du Monde de Ronaldo, c'est la dernière Coupe du Monde de Messi, et on est en train de les regarder jouer comme si c'est la dernière fois qu'on va les voir à ce niveau-là. Et Messi qui ouvre le score pour l'Argentine, d'un but très magnifique. Donc voilà. Moi, j'essaye de vivre ces moments, parce que des joueurs comme ça, c'est quand même rare. Regardez, quand on regarde les images à la télé, là ce soir, on voyait Cafu, Ronaldo, Kaká, toutes ces gloires du Brésil, l'équipe de France, Lilian Thuram, là on les a sur le terrain, donc il faut en profiter, parce que la prochaine Coupe du Monde, eux, ils seront plus là. Oui, mais on en aura d'autres, Frédéric. Des Messi et des Ronaldo, c'est quand même. C'est sûr. C'est un mot sur Rideau et Antoine. Oui, non, je vous entends parler de l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne risque de ne pas. Non, parce qu'elle va gagner le prochain match. Mais est-ce que c'est si sûr? Ça, je serais curieux d'avoir l'avis de notre invité. Elle va jouer le Costa Rica, mais pour vous, ils ont déjà match gagné contre le Costa Rica. Tiens, Antoine et Gérard. Prono. En fait, on peut le voir, il y a vraiment beaucoup de surprises dans cette Coupe du Monde, mais surtout, si on va plus loin, c'est comment on explique qu'il y ait autant de surprises. C'est surtout, franchement, cette Coupe du Monde-là, on discutait avec Marius Trésor, qui nous disait, lui, il a l'habitude de jouer des grandes compétitions qui ont lieu l'été, et le fait qu'elle soit positionnée au mois de novembre, c'est parce que les équipes qui vont arriver des 5 grands championnats n'ont pas eu de préparation physique. C'est vrai. Vous savez, souvent, il y a une longue préparation, les joueurs sont, pendant 3 semaines, ils partent en stage, ils ont le temps de se remettre en forme, ils ont le temps de se préparer. Or là, c'est pour ça qu'aussi il y a eu énormément de blessures, c'est parce que beaucoup de joueurs n'ont pas été prêts physiquement. Et donc l'exigence des grands championnats, notamment les championnats en Europe, ne sont pas du tout la même exigence que des équipes comme l'Arabie Saoudite, les équipes en Asie. Donc forcément, ou des championnats comme aux États-Unis, où les championnats sont arrêtés déjà depuis 3 semaines. Et donc ces équipes-là, elles sont plus forcément calibrées physiquement, et donc sont plus prêtes à affronter des équipes qui sont pas prêtes physiquement, comme l'Allemagne, comme l'Argentine, et qui forcément donnent lieu à des surprises. Et vous discutez avec Marius Trésor comme ça là? Et ben c'était pour Sud Radio, on l'a eu dans la matinale de Sud Radio. Oui, comme je disais avec Zidane. Son but à Séville, on l'oubliera jamais. Gérard Regenès, en 30 secondes, vous pensez que l'Allemagne elle est en danger face au Costa Rica? Moi je dis oui, comme il y a 4 ans face à la Corée du Sud. Oui, je pense. Elle est en danger, elle est forcément en danger. Forcément, il faut jouer le match, elle est forcément en danger. Après, c'est comme toujours, tout le monde va dire qui va gagner l'Allemagne, mais il faut toujours ajouter peut-être. En football, il faut toujours ajouter peut-être. Parce que il peut arriver n'importe quoi, c'est la nature de. C'est ce qui fait la force de ce sport et son prestige. C'est que c'est le sport par excellence des surprises.
En basket, il n'y a pas de surprise. Si vous mettez des joueurs d'1m80 contre des joueurs de 2m10, il n'y a pas de surprise. En rugby, c'est un pack de 600 kilos contre un de 800 kilos, ça passera pas. Mais en football, c'est totalement différent. Totalement différent. Le physique joue beaucoup moins que, bien sûr, la technique, la tactique, l'engagement, et puis les idées des sélectionneurs, et puis le talent individuel des joueurs, bien sûr. Donc, oui, l'Allemagne, elle va se qualifier, peut-être. Voilà. Bah ça, on va voir. Bizarre cette en allemand, ça se dit. En allemand, ça se dit vielleicht. Peut-être. Elle est bizarre, votre phrase. Bien sûr, peut-être. Restez avec nous, Gérard Regness. On va se retrouver dans quelques instants. Oui, on va revenir, peut-être. Oui, non. Pour la fan zone. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Sud Radio, les vraies voix du mondial. La fan zone. Et pour la fan zone, on retrouve un auditeur qu'on avait déjà eu, qui est très bon en plus en radio, qui est franco-portugais, mais qui est de Limoges. Ouais, il s'appelle Walter, il habite Limoges et il est portugais. Il y a un truc qui ne va pas là. Il y a une case qu'on ne comprend pas. Bonsoir Walter. Olá, boa noite, vamos Portugal. On adore. Bon, Gérard Regness, vous avez compris qu'il allait supporter le Portugal et pas l'Uruguay ce soir. Ça, c'est une certitude, Walter. C'est sûr, Walter, le Portugal. Alors, tiens, vous allez rejoindre le débat, Walter. Vous êtes un grand fan de foot. Comment vous trouvez cette Coupe du Monde? Vous la trouvez passionnante, intéressante, inintéressante? Vous allez me dire, si le Portugal gagne ce soir, c'est la plus belle Coupe du Monde de l'histoire. Oui, c'est la plus belle. On va attendre quand même le résultat de ce soir. Et puis, en attendant que le Portugal, bien sûr, se qualifie dès ce soir. Oui, je la trouve plutôt intéressante, avec des matchs difficiles, on l'a vu, avec des grandes nations qui sont en difficulté depuis le début de championnat du monde. Donc oui, assez intéressante dans le jeu. Et c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir devant notre écran de télé. On va parler du match de ce soir d'ailleurs, Portugal-Uruguay. Il y a beaucoup de supporters du Portugal en France, c'est logique, il y a une très grosse communauté lusophone et franco-portugaise, lusitalienne, c'est ça. Et l'Uruguay, il y a 2 étoiles sur le maillot, enfin il y en a plus parce qu'ils ont mis leurs étoiles de champion d'Amérique latine. Mais l'Uruguay, franchement, c'est pas une équipe un peu vieillissante, largement au niveau du Portugal, Walter? Alors, déjà, avant de commencer, je voulais vous saluer de la part de toute la communauté portugaise du Limousin, parce qu'aujourd'hui, ils vous écoutent tous. Et puis, merci beaucoup. Un abraço a todos. Ouais. Exactement. Alors, une équipe vieillissante, oui, mais avec beaucoup d'expérience, on va le rappeler quand même. On l'a déjà affronté, cette équipe, ça s'était plutôt mal passé pour nous. Moi, je dis qu'il faut faire attention. C'était une équipe qui a de l'expérience, qui est capable de jouer, qui est habituée à ces gros événements. Il y a des joueurs d'expérience, comme Cavani, par exemple, pour pas le citer. Donc, ce soir, je pense que ça va être un match difficile. Il va falloir faire attention. Ça peut être un match de piège. On a 3 joueurs qui rentrent en ligne de compte ce soir, avec Nuno Mendes qui revient, avec William Carvalho qui prend la place d'un autre joueur. Il y a aussi Pep qui arrive, qui rentre en ligne de compte dans cette défense, qui a été plutôt absent ces derniers temps. 39 ans, Pep. 39 ans, il faut le rappeler, avec une certaine expérience aussi, mais voilà, il faut faire attention, ça risque d'être un match piège, il va falloir le prendre au sérieux, il va falloir jouer avec nos atouts, on a des atouts, on a des joueurs qui sont présents dans tous les championnats européens, on sait de quoi ils sont capables, voilà, il va falloir mettre un petit peu plus de vitesse, de percussion, et je suis sûr qu'on peut y arriver. Antoine, sachant que toute la communauté portugaise du Limousin nous écoute, vous avez hors de dire du bien de l'équipe du Portugal. Très attention, très attention. Il faut rappeler juste en termes de stats, l'Uruguay et le Portugal se sont affrontés qu'une seule fois dans leur histoire, c'était en 2018, en 8e de finale de Coupe du Monde, et c'était l'Uruguay qui avait gagné 2-1 grâce à un doublé de Edinson Cavani qui sera titulaire ce soir à la place de Luis Suarez. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que maintenant vous nous avez fâché avec tous les Portugais vont prendre leur revanche, que les Portugais ça, ils peuvent prendre leur revanche. On rappelle que les Uruguayens ont fait un match nul lors du premier match face à la Corée et que les Portugais ont gagné eux 3-1 face au Ghana. Et ben voilà, on arrête une bonne dynamique. Gérard Regness, elle est pas un peu vieillissante cette équipe d'Uruguay? Ah bah elle est pas vieillissante du tout, elle est carrément vieille. Elle a fini de vieillir déjà. Ah bah il vaut mieux être là que là-bas. Quand on pense que la défense centrale c'est toujours Godin et Jiménez, c'est extraordinaire. J'ai l'impression qu'en 1998, quand la France a gagné la Coupe du Monde, c'était déjà eux. Mais sont des joueurs formidables. Et bien sûr, et de l'autre côté, il y a Pep, 39 ans. Franchement, alors moi je fais pas de pronostic, mais comme vous adorez ça, moi sur un match comme ça, je jouerais le 0-0 par exemple. Parce que c'est tellement solide et puis c'est tellement dur de jouer l'Uruguay,
que voilà, déjà s'en sortir avec un match nul, c'est bien. Mais voilà, là je sens pas le match très spectaculaire. Mais évidemment, comme toujours en foot, j'espère me tromper, j'espère que ça va faire 5-5. Mais au fond de moi-même, j'y vais quand même pas à reculons, parce que je vais jamais vers un match de foot à reculons, mais en me disant, là, ça va peut-être pas être la grande fête, le grand match de la Coupe du Monde. Mais on va voir, il suffit que Ronaldo marque un but. Ce serait génial, vous voyez, ce serait génial. Encore un but de Ronaldo, ce serait fantastique. C'est-à-dire, ça, c'est le genre d'émotion qu'on ne peut pas avoir hors de la Coupe du Monde. On a vu Ronaldo, il a marqué plus de 800 buts dans sa carrière, mais s'il en marquait un ce soir, ce serait phénoménal. Ça qualifierait le Portugal peut-être en plus. Vous voyez, c'est ce genre d'émotion qui se rajoute à la force de cette compétition elle-même. C'est le côté historique. Alors voilà, c'est un match très intéressant. Mais est-ce qu'il va être intéressant? D'un point de vue spectacle, je ne sais pas du tout. J'ai tendance à penser que non. Mais j'espère me tromper. Pourquoi pas? Lui, c'est un poète. J'ai du mal. Est-ce que ça veut dire que j'ai du mal j'ai du mal à imaginer un match nul parce que d'abord l'Uruguay doit gagner et j'imagine pas le Portugal jouer un match nul quand on a Ronaldo devant. C'est pas parce qu'on joue pas un match nul qu'on fait pas match nul. Quand même, c'est plus compliqué que ça. Absolument. On fait un match nul une fois sur 3. Quoi. Ouais. Ou alors il y a un match acheté. C'est pas possible. Est-ce que ça veut dire que malheureusement. Est-ce que ça veut dire que l'Uruguay, à vos yeux, n'a pas le jus justement de par l'âge des joueurs? Est-ce que ça veut dire que l'Uruguay n'a pas l'énergie pour aller chercher cette victoire? Allez pas les énerver, les Uruguayens. Il faut être bien vu des Portugais du Limousin. Oui. Il a raison. Moi, je pense sincèrement que le Portugal peut s'imposer ce soir. Si ce soir, cette équipe arrive à accrocher, si on arrive à jouer plus vite dans les transitions, si on arrive à trouver des espaces, on a vu avec ce but magnifique entre ce jeu entre Fernandez et Félix contre le Ghana, on a vu que quand on veut mettre de la vitesse, on peut la mettre et on peut trouver des espaces et on peut marquer des buts. Maintenant, à eux de jouer, de mettre justement leur tactique en place et de jouer peut-être un peu moins défensivement comme on a joué contre le Ghana. Alors que le Ghana, on sait, c'est une équipe dure à jouer, à manœuvrer, difficile. Physique. Mais ce soir, je pense que sur le terrain, ça va être un petit peu plus facile parce que l'Uruguay joue un petit peu plus que le Ghana. Voilà. Walter, si on veut être raisonnable en matière de finalement de score, on fait quoi? Le Portugais ne peut pas être raisonnable en termes de football et c'est un pays que j'adore. Honnêtement, je vois un 2-1 pour le Portugal ce soir. Ah ouais, ça serait. C'est vrai. Philippe Bilger. Moi, je vois. Dans le micro. 3-1. Avec un triplé de Ronaldo comme contre l'Espagne il y a 4 ans. Pas forcément un triplé, mais comme je me trompe assez régulièrement, on n'en tirait pas de conclusion. Antoine. Moi, je dirais comme en 2018, 2-1 pour l'Uruguay. Ah oui. Parce que là, je sens qu'ils ils sont pas vraiment passés à côté de leur match contre la Corée, mais il y avait vraiment des petits points à ajuster, notamment la sortie de Luis Suarez qui va être remplacé par Edinson Cavani qui va être mort de faim. Et puis avec un Darwin Nunez qui a joué très longtemps au Benfica, qui a été révélé au Benfica, l'attaquant uruguayen, qui connaît très bien comment se passent les défenses portugaises. Et donc je sens que ça peut faire mouche. Vous savez, pour les Portugais du Limousin, au revoir, vous êtes le maillon fait. Eh bien, malgré tout ce que j'ai dit, un partout. Et j'adorerais que ce soit un but de Ronaldo et un but de Cavani. Ah oui, c'est un grand monsieur Cavani. Oui, alors, ça va être ultra disputé, ça c'est sûr. Et quand même, j'espère qu'il y aura des buts. Je pense un 2-1 pour le Portugal. Et vous, Gérard, Cécile, non, allez-y, moi je fais en dernier. Gérard, vous avez vu un match nul aussi? Non, mais moi, quand je fais des pronostics, je ne me trompe pas fréquemment, je me trompe tout le temps. Donc, je sais pas. Non, moi j'ai dit 0-0, j'ai déjà dit 0-0. 0-0. Walter, pouvez-nous faire un petit cadeau? 0-0. Vous pouvez nous faire avec, en version originale, un but de Ronaldo ou de Joao Félix ce soir, là, comme un commentateur portugais pour nous faire rêver? Oui, c'est possible. Ah bah allez-y. Bruno Fernandes Félix pour la directe pour Cristiano Ronaldo. Et un but pour le Portugal. Oui. Par contre, j'espère que vous allez me faire plaisir à mon tour et que vous allez tous dire vive le Portugal ce soir.
Bon allez, forza Ah, on Portugal. a plus le temps. Bah non, on n'a plus le temps, désolé. C'est la pub. Moi je dis forza Portugal. Allez, moi je dis aussi à fond pour le Portugal, bien Forza sûr. Portugal. Bah oui. À Vous allez fond, le supporter Portugal. qui Force à Portugal, évidemment. Portugal. Bah Forza oui. Portugal. Merci. Et il n'y a pas un hymne là qu'on peut chanter? L'Uruguay. Ah bah tiens. Bah allez l'Uruguay aussi. Ah, bien bien. sûr. Bon match de foot. Faut 2 équipes pour faire un bon match de foot. Walter, Que le meilleur Walter, gagne, il n'y a pas exactement. un hymne là à chanter là? Ah ben si, Heróis do Mar, obligé. Heróis Ah oui, do Mar, nobre povo, nação valente e imortal, voilà. Et puis... Bravo. Ah, il commente, il fait championnat national portugais. Il est fabuleux, Il est Walter. dingue. Alors qu'il n'est pas du tout portugais, c'est ça qui est fou. Hein. Merci beaucoup, Walter. On remercie Gérard Regnès. Tiens, Ouais, merci à la beaucoup. communauté portugaise du Limousin, je sais que vous faites le Paille Natal, le Père Noël, un super livre, livre d'or du football 2022, publié chez Solar. C'est le dernier livre de Gérard Regnès et il mérite vraiment d'être lu. Merci Gérard Regnès. Merci à vous. Merci On beaucoup a d'avoir passé été un avec très nous. bon moment en votre compagnie. Merci à Philippe vous. Bilger, merci Antoine, merci Fred Jouve, merci beaucoup Jean Dorido. On se retrouve demain à 18h30 pour le football jusqu'à 19h30. Dans un instant, on parle de l'associatif, on reviendra sur le sport et la possibilité justement de se soigner par le sport. Et ça continue, on est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David. À tout de suite.